Les essais hivernaux de 2023 de Formule 1 se sont déroulés en fin de semaine dernière et on a pu voir pour la première fois rouler les voitures de manière plus compétitive, découvrir certaines qui s'étaient bien cachées et on a eu des surprises, bonnes comme mauvaises malheureusement. Je vous fais un petit récap et une petite prédiction. Toutes les équipes se sont attelées à faire beaucoup de travail de corrélation entre la piste et le travail à l'usine. On veut vérifier que les mois passés à travailler en soufflerie et en CFD se retrouvent bien dans la réalité et dans le comportement des flux autour de la voiture. Alors pour cela, on a deux méthodes assez simples. Soit on met des grilles avec ce qu'on appelle des sondes pitot sur la voiture pour mesurer la pression d'air et du coup digitaliser le tout sur un ordinateur. Et derrière, on peut comparer ce qu'on avait en CFD. Ou alors, on met de la paraffine fluo qui va montrer l'écoulement de l'air directement sur la carrosserie. Et bien évidemment, on peut faire les deux méthodes à la fois parce que voilà. Alors à ce jeu-là, pas spécialement de surprise et c'est le plus important, tout le monde a plutôt bien travaillé. Il n'y a pas eu une équipe qui s'est retrouvée dans la galère de ouf. Les équipes ont aussi découvert les nouveaux pneus 2023 de Pirelli. En effet, l'année dernière, tout le monde se plaignait d'avoir trop de sous-virages provoqués essentiellement par le pneu. C'était quelque chose d'assez naturel. Cette année, c'est plutôt l'inverse. Voilà, le sous-virage est donc effacé, mais du coup, du fait d'avoir le train avant assez directif, ça a rendu le train arrière plutôt joueur et les pilotes se sont encore plaints, cette fois-ci de survirage. Les pilotes sont jamais contents, quoi qu'il arrive. Globalement, c'est mieux que l'année dernière. Régler une voiture qui a trop de survirage, c'est pas trop complexe non plus, donc ça devrait aller. Et généralement, les pilotes de course, par rapport à ce que l'on connaît chez Monsieur Tout-le-Monde, ça préfère du survirage. Après, évidemment, il y a des degrés plus ou moins forts préférés par les pilotes. Quand on dit un pilote préfère du sous-virage, préfère une voiture plus neutre que du sous-virage. Voilà. Globalement, un pilote, ça aime bien quand ça chasse un peu de l'arrière. Durant ces tests hivernaux, on a eu aussi très peu de drapeaux rouges, seulement au nombre de 3 de mémoire, 3, voilà, comme ça. Le premier pour l'Aston Martin de Drugovich sur un problème électronique au tout début de la première journée. Puis on a eu la boîte de vitesse de George Russell sur sa Mercedes le deuxième jour. Puis la boîte et peut-être aussi le moteur de l'Alfa Romeo de Bottas le troisième jour. Là, c'était un petit peu violent sur la salade de pignon. Autrement, pas de gros pépins, mais plein de petites choses à régler, ça et là pour les équipes. Renforcer les rétros chez Alpine, petite casse de DRS chez Ferrari, problème de frein chez McLaren. On a paumé aussi un petit bout de la winglet avant là, de l'écope de frein chez Haas. Voilà. Et on a vraiment des équipes qui ont poncé le bitume, la piste comme jamais. Williams, AlphaTauri et les Red Bull aussi ont toutes beaucoup roulé. Les Haas et les Alfa Romeo, ça n'a pas été ridicule non plus. Mais là où ça a malgré tout éveillé un petit peu la curiosité, c'est chez Alpine qu'on a vu rouler un petit peu moins sur l'ensemble de ces tests hivernaux. La grosse surprise de ces essais hivernaux, et on avait pu sentir que ça allait un petit peu dans ce sens lors de sa présentation, c'est l'Aston Martin, et même juste un petit peu après. On sentait qu'il y avait une confiance pour l'équipe et elle a fait a priori un gros step en avant. Alors, après avoir testé plusieurs réglages et après avoir calmé ce train arrière un petit peu chasseur, comme c'est le cas un peu pour tout le monde, la voiture a l'air facile à piloter, elle est bien équilibrée, peu importe les gommes chaussées, peu de corrections sur le volant, c'est somme toute assez impressionnant. Alors à part quelques petits problèmes de fiabilité, mais rien d'alarmant, la voiture a enchaîné des longs relais aux mains d'Alonso et de Drugovich, qui remplaçait Lance Stroll qui est blessé au poignet. Et puis Alonso s'est permis de faire quelques chronos à chaque fin de journée, ou de séance en tout cas, mettant la voiture vers le haut de la feuille des temps. Pas genre 5/6e, genre vraiment 4, 3, voilà. Alors forcément, c'est à prendre avec des pincettes, comme d'habitude, puisqu'on ne sait pas avec combien d'essence roule la voiture, on ne sait pas non plus à quel point ils ont baissé la puissance du moteur ou la partie hybride, donc faut prendre comme d'habitude des pincettes encore une fois, mais clairement la voiture a l'air vraiment plutôt rapide. Alors encore une fois, à voir si cela va se confirmer samedi pour la qualif et pour la course le dimanche, mais globalement dans le paddock, tout le monde s'accorde à donner un début de classement qui mettrait assez logiquement Red Bull juste devant Ferrari et Mercedes un cran en dessous avec Aston Martin pas très loin. Bon alors vous allez me dire, si Aston Martin est pour la P4, où est Alpine? Parce que oui, Alpine c'était 4ème l'année dernière. Alors comme l'écurie française n'a pas montré de run de performance, c'est très difficile de savoir vraiment où est-ce qu'on peut les situer, mais tout le monde est satisfait de la voiture dans l'équipe pour le moment. Donc,
ça met forcément un petit peu le doute. En revanche, si par défaut, et de ce qu'on a vu, hein, évidemment, l'Alpine est a priori donc 5e derrière l'Aston Martin, et elle serait en bataille avec les As et les Alfa Romeo. Pareil, chez ces deux équipes, on est très satisfait du travail, et quand on passe en on-board, à part quelques corrections sur le volant, les voitures, elles se comportent vraiment bien, presque sur des rails. De là à savoir à quel point c'est performant, ça reste encore assez une grosse inconnue. Mais l'Alfa Romeo était vraiment loin d'être ridicule, je trouve. Alors juste derrière ce petit groupe, on va probablement retrouver la McLaren qui souffre et qui, de l'aveu de Zak Brown et d'Andrea Stella, le team principal, est complètement en retard sur son développement. Mais de là à se dire qu'ils sont au fond du trou, comme genre un Williams 2019, un truc comme ça paraît peu probable quand même. Alors les interrogations demeurent sur AlphaTauri et Williams pour ma part. Ces deux équipes ont enchaîné les simulations de Grand Prix sans aucun problème. Alex Albon confirme qu'il y a eu des progrès sur la voiture et des problèmes qui ont été résolus sur la voiture d'avant, donc sur la FW44 de mémoire. En plus de ça, ils ont quand même réussi à trouver de la performance et ils ont commencé aussi à ouvrir le champ des possibles sur les setups, donc du coup ils peuvent régler la voiture un peu plus librement sur beaucoup plus de domaines, entre guillemets, sur virage rapide, virage moyen, virage lent, etc. Donc c'est plutôt cool. En fait, le petit groupe derrière le milieu de peloton, partagé par Williams et Haas il y a quelques années, j'ai l'impression qu'il a plus l'air de vraiment exister. Ça voudrait dire que de Alpine, grosso modo, à Williams, s'ils étaient toujours derniers, ça peut se battre pour des points plus ou moins régulièrement. Alors ça reste quand même une théorie, elle est peut-être pas bonne. Le pseudo-classement que j'essaie de vous établir est basé sur des impressions, des commentaires, des caméras on-board, etc. tout au long de ces 3 jours. Ça donne une sorte de première base qui de toute manière sera très probablement différente à Bahreïn et qui va de toute façon évoluer et changer pendant la saison, puisque on va faire des courses et puis il va y avoir des développements sur les voitures. En revanche, bien chanceux celui qui verra juste sur le milieu de peloton. De mon côté, j'espère que ce sera serré, comme ça a l'air de se profiler. Mais ouais, ça veut dire que de la P5 à la P5 constructeur à la P10 constructeur, ça a l'air d'être très serré, quoi. Bon, et alors dans tout ça, vous allez me dire, t'es gentil, mais ça donne quoi devant? Oui, parce que derrière, ok, on a compris que t'étais saucé et que ça allait diablement être disputé, super. Écoutez, Red Bull, ça a l'air pas du tout de rigoler là. Ça semble très fort, encore une fois. Ferrari a l'air d'avoir des problèmes de dégradation de pneus. On regardait sur les relais un petit peu longs, etc. Ça dégradait quand même plutôt les pneus, ça perdait pas mal en performance. Mais ça n'empêche que la Ferrari est quand même rapide. On a vu des Ferrari plutôt joueuses, mais efficaces, quand chez Red Bull, ça bougeait absolument pas. C'était sur des rails une fois qu'ils avaient trouvé le bon réglage. À noter quand même que la pénalité infligée à Red Bull sur son temps alloué pour la soufflerie et la CFD a commencé cette année en 2023, cette pénalité suite au dépassement du cost cap. Donc la voiture de cette année, qui a été majoritairement conçue en 2022, ne souffre pas encore de cette pénalité. On verra peut-être un petit peu moins de développement sur la RB19 de cette année, mais dans tous les cas, la Red Bull de 2024, c'est cette voiture qui va en souffrir le plus. Alors, à quel point? Rendez-vous l'année prochaine, tout simplement. Alors, malheureusement pour le spectacle, j'ai l'impression que Ferrari compte quelques petits dixièmes de retard. C'est assez difficile à dire. Quant à Mercedes, ils n'ont plus de marsouinage, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, heureusement. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir progressé par rapport à Ferrari et Red Bull, ou en tout cas sur Ferrari et Red Bull. Et du coup, je m'attends à les voir un petit peu comme en début de saison dernière, un peu dans un no man's land entre guillemets pour le moment, suivi par une potentielle Aston Martin avec un Espagnol qui a les dents qui règlent le bitume. Alors Hamilton a presque jamais trouvé le bon équilibre sur sa voiture, autrement qu'en run de performance, avec des softs et avec peu d'essence dans la voiture. Et on l'a vu donner des signes de frustration, d'agacement, avec notamment des très gros burns en sortie de virage une fois qu'il avait perdu l'arrière et que ça allait plus. Russell, à contrario, a l'air de mieux comprendre la voiture pour le moment et d'être plus à l'aise avec. Donc ouais, devant, ça a pas l'air d'avoir beaucoup changé par rapport à l'année dernière. Encore une fois, on n'est pas à l'abri d'avoir quelques surprises samedi en qualif pour le premier Grand Prix de la saison. Et je l'espère bien évidemment parce que j'adorerais voir un combat comme on a eu en début de saison dernière, mais cette fois-ci sur toute la durée du championnat, voilà, parce que on veut que ça se dispute sur le dernier tour de la dernière course. Correctement. Bon, et puis, si à tout ça, à ces deux fous, là, Red Bull, Ferrari, on pouvait ajouter Mercedes et du coup, potentiellement, un petit Aston Martin, ça pouvait venir mettre un peu le boxon devant, on serait bien, on aurait une belle saison. Bref.
Bon, et ben j'allais pas vous laisser sans faire quelques joyeuses prédictions qu'on reverra en fin d'année pour voir à quel point j'étais dans les choux ou dans le déni, ça dépend, hein. D'ailleurs, vous êtes quelques-uns à probablement vous rappeler de mon déni de parier toujours et encore sur Carlos Sainz et sa victoire à chaque Grand Prix en début d'année dernière sur thebet.fr, voilà. Et ben je vais recommencer cette année à balancer mes 5 € sur un pilote qui va préférer peut-être faire mumus dans le sable en début de Grand Prix plutôt que d'aller chercher la victoire. Encore une fois, un gros merci à TheBet qui sponsorise cette vidéo. Il vous double votre premier dépôt jusqu'à 100 € avec le code DESPIELO lors de votre inscription. Mais aussi, il y a 10 balles gratuits en plus, voilà, comme ça, vous pouvez mettre 2 fois 5 € sur 2 cotes un petit peu folles, comme, je sais pas, genre une potentielle pole de Magnussen au Brésil, par exemple. Perso, il y a 5 balles qui partent illico presto sur la victoire de Charles Leclerc à Monaco. Voilà, ça c'est parti, c'est dit, faut croiser les doigts maintenant. Je vous le rappelle, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et surtout ne jouez que si ça vous fait plaisir et que vous passez un bon moment, s'il vous plaît. Autrement, si vous avez le moindre doute, vous n'y allez pas, sortez prendre l'air, allez prendre un verre avec un pote pour faire vos prédictions autour d'un bon Diabolo fraise, tiens, par exemple. J'ai passé la saison dernière à mettre des 10 € de mise par Grand Prix et pour le coup, je me suis vraiment bien marré, vous aussi d'ailleurs, je pense, même quand Sainz se retrouvait dans le bac. Parce qu'au bout de 2 tours, quand tu te dis, putain, il y a 5 balles qui sont parties, merci Carlos, voilà. Bref, les prédictions tout de suite. Première prédiction, on va parler du champion du monde. Malheureusement, oui, malheureusement, je vais mettre Max Verstappen. Je vois pas comment on va pouvoir le battre cette année. La voiture est absolument sensationnelle de ce qu'on a vu aux essais hivernaux, à moins de se gourer dans le développement et d'être limité par leurs pénalités de soufflerie, etc. A priori, Verstappen, c'est parti pour de la victoire au championnat. Là. Champion constructeur, logiquement, du coup, de ce qu'on a vu avec les Red Bull. Et comme Sergio Pérez va, je suppose, jouer le jeu de l'équipier modèle, a priori, je pars sur Red Bull aussi au championnat. J'aimerais bien pour de l'alternance avoir Ferrari par exemple, mais j'ai un peu peur. Après, encore une fois, peut-être que le management de Fred Vasseur et le fait qu'il n'y ait plus Iñaki Rueda à la stratégie chez Ferrari va peut-être permettre de faire quelques coups stratégiques un peu intéressants et à Ferrari d'être en bataille jusqu'à la fin pour le constructeur. Le rookie de l'année, je vais mettre Logan Sargent. De Vries est pas vraiment rookie parce que bon, il a 28 ans, il a déjà roulé plusieurs fois en Formule 1. C'est sa saison de rookie, oui, mais il a quand même beaucoup d'expérience pour un rookie. Donc je me dis que je le considère peut-être pas tout à fait comme un rookie. Et entre Logan Sargent et Oscar Piastri, je mettrai une petite pièce pour Logan Sargent parce qu'il va évoluer sans trop de pression, alors que ça va être l'inverse d'Oscar Piastri qui a une voiture qui est pas folle. Et en plus, il arrive avec un petit peu de pression forcément médiatique de ce qui s'est passé l'année dernière, avec le devoir de prouver un peu plus que ce qu'il aurait dû faire s'il n'avait pas eu toute cette affaire Alpine, Oscar Piastri, etc. Je remets pas du tout en doute les capacités d'Oscar Piastri, mais ce sera peut-être plus simple pour Logan Sargent, à mon avis. Mais j'ai hâte d'être surpris là pour le coup. Qui aura le plus de panne moteur? Alors, je mets Alfa Romeo, principalement pour la boîte de vitesse, parce que c'est eux qui font leur propre boîte depuis l'année dernière, ou il y a peut-être 2 ans, je dirais. Et cette année, aux essais hivernaux, la boîte de vitesse chez Alfa, ça n'a pas été génial. Déjà l'année dernière, il y avait des problèmes, notamment sur la partie moteur. Si Ferrari n'a pas résolu les problèmes de fiabilité, ça augmente les chances. Donc malheureusement, je vais mettre Alfa Romeo et à très grand contre-cœur. Et j'espère surtout pas que ce sera Alpine parce qu'ils sont censés avoir résolu leurs problèmes de fiabilité aussi. Voilà, là il y a le petit cœur franchouillard qui parle en disant bon ce sera Alfa Romeo, mais j'aime bien Alfa Romeo aussi, tu vois. Charles Leclerc gagnera-t-il Monaco? Oui. Il y a 5 balles qui partent tout de suite sur thebet.fr, c'est terminé, c'est Charles Leclerc va gagner à Monaco cette année, c'est sûr. Je dirais même, on n'est pas loin du hat-trick, c'est-à-dire pole, victoire, meilleur tour en course, emballer, c'est peser, on fera la teuf à Monaco comme des dingues. Je n'y serai peut-être pas. Le flop de la saison, je mettrai pour l'instant de ce qu'on a vu plutôt McLaren, parce qu'effectivement ils sont au courant, ils sont conscients, ils l'ont dit dans la presse que c'était un peu la merde parce qu'ils sont en retard sur leur développement. Je mets quand même entre parenthèses Alpine, attention, parce que là on est en sortie d'essais hivernaux, on n'a pas vu de run de performance. Ok, ils comprennent la bagnole, ok, ils font peut-être de la corrélation, ok, ils ont fait tous les setups machin, mais pour l'instant je me chie dessus. J'ai un peu peur du flop d'Alpine cette saison. J'espère pas, mais pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de se diriger sur McLaren. Les meilleurs du reste, si on compte la P4,
en partant du principe que on garde toujours 3 top teams. On va dire Aston Martin, parce qu'a priori, ça a l'air de bien rouler. Si on compte vraiment la P5 sur le reste du peloton en se disant que ouais, effectivement, Aston Martin a rejoint ce groupe des top teams et que donc du coup, c'est pas la meilleure des autres, mais que voilà, ça a basculé à partir de la P5, je vais dire Alpine. Donc en fonction de comment ça va se passer, ce sera soit Aston Martin, soit Alpine, je pense. Une victoire du midfield de cette saison, pareil, Aston Martin seront peut-être ceux qui vont avoir le plus de chances de saisir cette opportunité par rapport à d'autres. Autrement, je dirais plutôt non, sauf circonstances de course à la Hongrie 2021 ou à la Monza 2020 tout court, tu vois. Oscar Piastri meilleur que Lando Norris? Non. Je pense que Lando Norris sera quand même dans le coup. Oscar Piastri a encore beaucoup de choses à apprendre. Vous allez vraiment finir par croire que je déteste Oscar Piastri alors qu'en vrai, pas du tout. J'ai hâte de le voir rouler. D'un point de vue assez réaliste, je pense sincèrement que normalement Lando il est au-dessus. Parce que, encore une fois, la voiture est pas facile à conduire, donc pour Piastri, il va falloir apprendre beaucoup de choses. Ça en fera un meilleur pilote pour Oscar Piastri, donc hâte de voir ce qu'il va faire. On en reparlera d'ici 1 ou 2 ans entre Piastri et Lando. Accrochage entre coéquipiers bonus si crash, genre à la Bakou 2018 avec les Red Bull. Au tout début, j'étais là en train de chercher et je me disais non, peut-être pas. En vrai, oui. Entre Stroll et Alonso sur une incompréhension, sur un gars qui regarde pas les rétros qui sont devenus plus grands. Sur un malentendu, il y a 2 Aston qui partent au tas alors qu'ils jouent le podium, tu vois. Genre, je pense que ce genre de scénario qui peut me faire mal parce que j'aime toujours voir une équipe qui arrive et qui a progressé et faire des beaux résultats et faire un podium par exemple. Je peux trouver ça très drôle et en même temps très frustrant aussi. Donc Alonso, Stroll, et s'ils mettent les 2 voitures au tas, j'espère pas. Mais bon, voilà. Combien de vainqueurs différents? Je dirais plus de 5. Plus de 5 dans le sens où effectivement il y aura au moins Verstappen, au moins Leclerc. Je dirais peut-être Carlos Sainz et Sergio Perez. Un des 2, en tout cas, c'est sûr. Et puis, je dirais, effectivement, un Hamilton ou un Russell avec un coup de chance, plus une victoire voiture midfield, entre guillemets, donc Aston Martin à la limite. Je suis dans le déni. Mais laissez-moi être dans le déni, s'il vous plaît. J'ai envie de voir plus de vainqueurs différents, un peu comme en 2012. Combien de poleman différents? Là, je dirais plutôt 4, dans le sens où peut-être que dans les 2 top teams, Red Bull et Ferrari, chacun aura fait une pole cette année. On n'est pas à l'abri de voir une pole à la Magnussen ou George Russell, etc. Je me dis que ça peut aussi se jouer comme ça, donc 4, je pense que c'est un bon chiffre. Un pilote de réserve prendra part à un Grand Prix. Oui, puisque a priori, à l'heure où je parle, je sais pas si encore Lance Stroll prendra le volant à Bahreïn. En revanche, ce sera probablement Drugovich, donc je dirais Drugovich. Je vais partir du principe qu'il y aura un 2e pilote de réserve qui va prendre part à un Grand Prix, voilà, sur le fait qu'il y ait un pilote qui soit absent. Je pense à un Mick Schumacher qui pourrait monter dans une voiture, genre peut-être pas une Williams, mais dans quoi il pourrait monter? L'Aston, ça me paraît compliqué aussi. Ah oui, ça va être compliqué. Peut-être la McLaren? Ouais, non, je sais pas. Ah, ça va être compliqué pour Mick de... Ouais. Mais en tout cas, Mick, il pourrait monter dans la McLaren si jamais il y a un problème. Donc je me dis, Mick, pourquoi pas. Un podium sans top team, j'ai envie de dire oui parce que j'ai envie de voir une course de zinzin complète. Genre vraiment, faut qu'il y ait une course à la... encore une fois, Monza 2020, quoi, grosso modo. On n'est pas à l'abri de ça sur un Grand Prix un peu what the fuck, ça peut fonctionner. Donc oui. Le titre se joue dans la dernière course de l'année à Abu Dhabi. Malheureusement, en étant réaliste, non. Je pense encore une fois que Verstappen va prendre le titre 2-3 courses avant la fin, peut-être. Est-ce que le Grand Prix de Las Vegas sera un banger? J'ai envie de vous dire, je pense qu'on va être surpris. La piste va probablement donner une course vraiment folle et on va être les premiers surpris. Par contre, on va en avoir du too much sur ce qui se passe en dehors de la piste et à côté. Pourtant, j'adore Vegas, mais ça va être beaucoup trop too much. Par contre, sur la piste, je pense qu'il y a un truc. Voilà, n'hésitez pas à faire vos pronos. Vous avez un Google Form dans la description de la vidéo pour y participer. Et puis, on reviendra dessus joyeusement en fin d'année, bien évidemment. En tout cas, j'ai très hâte que cette saison 2023 débute. Ouh, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon, c'est reparti pour 23 Grands Prix, ça va être long, mais ça va être bon. Oh, putain, finir là-dessus, c'était quand même chaud.